Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de Bulle de Rêve en ligne, l'émission qui vous conseille des courts-métrages à découvrir sur internet. Cette fois-ci, c'est Marie-Pauline Mollaret qui nous propose de vous faire découvrir un film politique, un film musical, un film what the fuck et enfin, en bonus, un film à faire découvrir à des gens qui pourraient encore penser que l'animation ce n'est pas du cinéma. Je lui laisserai dans quelques secondes le soin de vous présenter plus en détail ces différentes catégories. Le temps de vous annoncer le nom de notre invitée pour cette émission, il s'agit de Florentine Grelier, réalisatrice de films d'animation, dont vous pouvez retrouver un lien vers son travail en description de cette vidéo. Un dernier petit mot pour vous dire que Bulle de Rêve reprend à nouveau à l'antenne sur Radio Libertaire le samedi 20 juin à 17h pour vous parler du Festival d'Annecy, édition en ligne. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Bulle de Rêve, de moins en moins confiné, mais toujours aussi désireux de vous faire découvrir et revoir nos courts-métrages préférés disponibles en ligne. Si vous cherchiez un ou une coupable pour les thématiques de ce numéro spécial, vous l'avez trouvé. C'était en effet mon tour de m'y coller, ce que j'ai fait avec une certaine gourmandise, mais sans une once de sadisme, je vous le promets. On pourrait croire que proposer les thèmes est un avantage, puisque cela permet de réfléchir en priorité aux films que l'on a envie de montrer, et ensuite de trouver à quelle thématique il pourrait bien répondre. C'est effectivement ce qui s'est passé dans le cadre du premier sujet, qui est le film musical. Découvrant par hasard un classique de l'animation que je n'avais jamais eu l'occasion de regarder, j'ai eu immédiatement envie d'écrire dessus. Des formations professionnelles, le plaisir de spectateur passe systématiquement par la contrainte du critique. C'est qu'à travers ce film, dont je donnerai le titre dans un instant, j'avais avant tout envie de parler, non pas de films qui jouent sur la synchronisation entre une image et le son, ni de clips animés dans lesquels l'image vient illustrer une chanson, mais du concept en apparence paradoxal de musique visuelle. Cette sensation que les formes, les couleurs et les mouvements produisent leur propre mélodie. Car au noir est la matérialisation d'un mi bémol et qu'une avalanche de lignes roses se traduit sonorement par une double croche. Que l'image et le son participent d'une même ligne, dans une osmose telle que l'on ne peut plus distinguer qui dicte le rythme, comme c'est le cas dans Big Handle Care, Caprice en couleur, de Evelyn Lombard et Norman McLaren, sur une musique de jazz du trio Oscar Peterson. On a le sentiment très net en voyant le film de voir une traduction simultanée des mêmes émotions, la première en musique, la seconde en images, explosion de couleurs et de formes. Comme si le son prenait vie à l'écran, ou comme si, au contraire, les images émettaient leur propre pulsation. Il devient impossible de distinguer les deux. On fait alors l'expérience, le temps du film, de ce qu'est la synesthésie. Entendre des couleurs, voir des sons, et réaliser que les deux perceptions s'accordent non pas suivant le jeu de la simple synchronisation, mais plutôt d'un duo de voix s'harmonisant à la quinte ou à l'octave. Tout va si vite dans le film de Lombard et McLaren qu'il est difficile de mettre en mots l'harmonie parfaite qui se joue entre les formes et les mouvements improvisés sur la pellicule, et les notes et les nuances de rythme. Ça s'accélère, l'écran devient écarlate. La batterie prend le dessus, des lignes verticales vrillent l'image. Puis tout à coup, la vivacité laisse la place au minimalisme. Seuls quelques éclats blancs insaisissables troublent le fond noir, tels des reflets mouvants dans l'eau, tandis que le piano égrène sa triste mélodie. Pendant quelques instants, le spleen envahit tout. Puis tout reprend. D'abord, l'esprit se débat dans une grisaille foisonnante, presque agressive. La couleur essaye de reprendre ses droits. C'est cette fois un quatuor, la partie colorée et la musique légère tenant tête aux notes saccadées et à la tonalité mineure des aplats de couleurs ternes, jusqu'à fusionner dans une forme de feu d'artifice sonore et visuel, dans lequel on ne sait plus qui provoque quelle sensation. Et au fond, quelle importance ? C'est justement lorsque le cinéma ne s'adresse plus vraiment à notre part rationnelle qu'il provoque les plus grandes émotions. Voilà pourquoi j'ai choisi un peu malicieusement pour notre second thème de rendre hommage à l'une des sections les plus surprenantes et inspirantes du Festival d'Annecy, la fameuse sélection What the Fuck menée avec brio par Sébastien Sperrer. À Annecy, comme dans mon esprit, What the Fuck ne veut évidemment pas être entendu comme une critique, et encore moins comme une insulte. Il est même assez difficile de réussir un film What the Fuck. Si on met le curseur trop loin, il devient grotesque et peut-être caricatural. Si on n'ose pas assez, il est juste gentiment provocateur, ce qui est rarement une bonne chose. Pour obtenir le bon dosage de What the Fuck, il faut de l'audace, une bonne dose de liberté intellectuelle et une absence absolue de peur du qu'en dira-t-on. Je suis d'ailleurs particulièrement heureuse de partager avec vous un film qui correspond à tous ces critères et parvient avec malice et intelligence à faire l'équilibre entre mauvais goût, humour noir et imagination débridée. Il s'agit de The Things in My Head, Side A de Luc Bourne, présenté à Annecy en 2019 dans la compétition de films de fin d'études,
ce qui lui a valu une mention spéciale du jury, quelques tombereaux d'insultes sur les réseaux sociaux et mon admiration quasi éternelle. Que dire sur le film pour ne pas gâcher le plaisir du spectateur, si ce n'est qu'il y ait question d'insectes envahissants, de téléphones portables abrutissants et de mutations et de métamorphoses parfois difficiles à regarder en face. Tout s'y tient, dans un esprit what the fuck indéniable mais hyper réfléchi, qui ose aller jusqu'au bout de son intention. Le film est présenté comme une face A, inutile de préciser comme j'ai hâte de découvrir la face B. Mais je n'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'il ne faut pas gâcher le plaisir absolu du spectateur devant un film pareil. Enfin, je n'ai pas pu résister à sortir l'artillerie lourde avec un sujet assez tarte à la crème, celui du film politique. Je peux l'avouer, maintenant j'avais très envie d'entendre mes camarades se lancer dans de subtiles définitions du politique. Tout n'est-il pas politique ? Faire un film n'est-il pas nécessairement un acte politique, ou en tout cas ne devrait-ce pas être le cas ? Je les laisse trancher. De mon côté, j'avais envie de parler d'un aspect particulier du film politique, celui qui avance presque masqué, ne brandit aucun étendard et reste en apparence à un niveau très personnel. Je trouve que ce sont les films qui ont le plus d'impact, désarmant dans leur manière de vous cueillir, de vous amener là où vous ne pensiez pas du tout aller, et même de vous contraindre à faire la dernière partie du chemin seul, en réfléchissant à ce que vous venez de voir. Un très bon exemple de film politique, pour moi, dans ce sens précis, c'est Diamanteur de Chloé Maslow. Entre les images familiales et la parabole racontée par le père, on se sent dans un récit intime. Et puis tout à coup, on réalise ce dont parle vraiment le film. La violence sociale du formatage à tout prix pour que chacun rentre dans une case, porte une étiquette et pense comme on l'attend de lui. Dans le même genre, et il s'agit encore d'un film présenté à Annecy en section de films de fin d'études. Pardon pour ce vulgaire service après-vente, mais quand on sélectionne les films, c'est vraiment parce qu'on les aime. Il s'agit donc du bouleversant Dreams of Elsewhere de Naama Shoet, qui est un merveilleux exemple de la force de l'intime pour aborder les sujets les plus brûlants. Le film se présente comme un journal un peu bricolé, construit en 5 chapitres. Le premier chapitre s'appelle « J'ai toujours rêvé d'avoir un petit ami arabe ». Cela se passe à Tel Aviv. Naama, qui appartient à une famille juive, emménage avec son compagnon Sari, qui est donc arabe. Des anecdotes en apparence amusantes émaillent le récit. La confusion de la responsable de l'immeuble qui pense que Sari est le diminutif d'un prénom juif. Sa vengeance mesquine quand elle réalise que ce n'est pas le cas. Un voyage dans la maison d'enfance de Sari. Abandonné. Et puis quelques bribes d'une conversation avec le père de Naama et ce dîner familial où il leur est impossible d'aller tous les deux. Peu de choses sont clairement verbalisées. La réalisatrice joue sur les juxtapositions, les non-dits et la connaissance que tout un chacun peut avoir de la situation israélienne. Elle réussit ainsi ce qui est à mes yeux le parfait film politique, un geste sincère, personnel, profond, qui n'impose jamais ses vues. Par son aspect universel et son humour, il invite chaque spectateur à s'interroger sur la position des différents protagonistes. À voir qu'au-delà d'un manichéisme de façade, il y a une complexité inextricable dans l'histoire simple du film. Un arrière-plan qui ne quitte jamais l'esprit du spectateur, comme il est sans cesse présent dans celui des 2 personnages. Avec très peu de choses, le film et notamment l'animation sont assez minimalistes, Dreams of Elsewhere rend palpable les conséquences bien concrètes, intimes, actuelles d'une situation géopolitique à laquelle tout le monde s'est lâchement habitué. Pas besoin de drame, de grands éclats, de sentiments outrés, pour nous en faire saisir l'injustice latente et insupportable. Enfin, pour terminer en bonus, j'ai proposé aux membres de l'équipe de réfléchir au film idéal pour prouver à ceux qui en doutent que le cinéma d'animation, c'est avant tout du cinéma. Et Dieu sait si les exemples de maladresse et de méconnaissance sur le sujet ne manquent pas. Faisons donc acte de pédagogie. Votre voisin pense que l'animation c'est juste pour les enfants ? Votre chef s'extasie que les films d'animation soient mis en scène au même titre qu'un film de prise de vue continue ? La caissière du supermarché se dit qu'il est compliqué de se projeter dans un dessin animé parce que les personnages ne sont pas réels ? Prouvez-leur le contraire, exemple à l'appui. À l'heure où je vous parle, j'ignore tout des idées de mes camarades, mais je suis sûre qu'elles peuvent facilement amener les récalcitrants à ériger un autel en la mémoire d'André Martin. Pour ma part, je pense que pour commencer, le mieux est de leur montrer Villeneuve de Félix Dufour-Laperrière. Déjà, ils réaliseront que tout film animé n'est pas bon à mettre devant les yeux des enfants, même si chacun fait ce qu'il veut en matière d'éducation. Ensuite, ils tomberont littéralement amoureux du film, de la beauté de ses dialogues, de la force de ses passages abstraits, de l'audace de ses plans fixes ou au contraire de son célèbre travelling dans les rues de Montréal. Et puis ils se diront que Joseph et Emma, c'est eux. Ou que cela a été. Ou peut-être que ça le sera. Peu importe. Ils se diront qu'on n'avait jamais filmé leurs propres émotions comme ça.
Oui, c'est normal, elles sont dessinées, mais chut, c'est pas grave. On réglera les questions de vocabulaire plus tard. Ils se diront que jamais personne n'avait écrit aussi précisément leurs doutes et leurs espoirs, leurs regrets et leurs désirs. Ils sortiront à sourire aux lèvres, nouveaux héros du cinéma d'animation, prêts à se battre avec le premier qui leur dira que, bon, quand même, l'animation, tout ça, c'est pas la même chose. Ils porteront la bonne nouvelle en nouveaux disciples zélés. Et ils en redemanderont, encore et encore. Peut-être même que la paix surgira sur Terre et que tous les hommes se donneront la main en chantant. Bon, d'accord, ça, c'est pas tout à fait garanti. Mais quand même, je vous assure, ça vaut le coup d'essayer. Bonjour à tous. Merci à l'équipe de Bulle de Rêve que j'ai le plaisir de retrouver après quelques années sous un nouveau format donc. Merci à Alexis et Antoine. Et puis je vais faire une petite dédicace au fidèle auditeur Fabien qui sera sûrement content de me réentendre. Donc là, on avait des films à choisir c'était pas forcément facile. Mais pour le film politique, j'ai pas forcément réfléchi beaucoup. J'ai tout de suite pensé au film Aux armes, etc. de la famille Yall, film de confinement qui a été fait par Samuel Yall avec sa famille, donc femme et enfants, 3 enfants. Un film en réaction au discours du président Macron, Nous sommes en guerre. Voilà, une réaction au confinement et à ces discours politiques par la création et la création totale, puisque donc toute la famille s'y est mise en se déguisant, en faisant des décors en carton, en faisant une mise en scène un peu délirante et très drôle. Moi, ça m'avait bien fait rire et c'est assez frappant et on retrouve le plaisir du film bricolé, du film fait tout de suite maintenant et en réaction. Donc ça, pour moi, les films politiques, c'est aussi des films en réaction à ce qu'on peut vivre dans la vie ou dans les actualités. Donc voilà, il est en ligne, bien sûr, il a été mis en ligne assez rapidement. Et Samuel a également fait pendant le confinement un film, un film qui est un projet collectif et qui rassemble des frames et des images faites par plein de gens différents qu'il avait proposé en fait des frames d'oiseaux qui s'envolent. Et chacun ont pu se les réapproprier et faire des choses avec. Et en fait, il a fait un montage qui s'appelle L'Envol. Et donc, il a fait 2 films pendant le confinement. C'est assez bluffant. Et c'est super de pouvoir justement créer et de pas de se laisser envahir par le climat qui pouvait être très anxiogène. Voilà, l'actualité était très angoissante. Et au contraire, peut-être que certains, ça a pu les laisser prostrés. Et ben non, là, on a beaucoup de créativité engagée et c'est super. Voilà. Pour le film musical, là, c'est plutôt quelque chose d'assez vieux, un film qui m'a marqué quand j'étais enfant. C'est Le Loup gris et le petit chaperon rouge de Gary Bardin. Qui a été réalisé en 1990 et que moi j'ai vu en 91 puisqu'il avait gagné un prix à Annecy et à l'époque les courts-métrages, les prix d'Annecy étaient rediffusés à la télévision et il se trouve que mes parents avaient enregistré sur une VHS c'est cette nuit des courts-métrages et comme c'est de l'animation, ils me les avaient montrés. Alors il se trouve que c'était pas forcément une très bonne idée parce que autant Le Loup gris et Petit chaperon rouge m'avait enthousiasmé, m'avait vraiment marqué en tant qu'enfant et c'est vrai que j'y ai repensé après coup et je pense que c'est peut-être en partie grâce à ça que je fais de l'animation. Et il y avait aussi Entre deux sœurs de Caroline Leaf qui aussi était un peu bizarre mais encore ça passait. Par contre Satimania, alors j'ai pas le nom là du coup du réalisateur et qui est un film assez étrange, il m'avait assez en tant qu'enfant, il m'avait fait très peur. Donc voilà, le palmarès, en tout cas, j'avais vu tout ça quand j'avais 6 ans et ça m'avait assez marqué. Et donc pour en revenir au Loup gris, c'est un film, donc en fait c'est une comédie musicale qui se passe à l'heure de la perestroïka, donc c'est également politique d'ailleurs. Le loup est un peu une métaphore du régime soviétique et le petit chaperon rouge qui quitte la Russie pour aller en France voir sa grand-mère. C'est un peu le peuple, voilà, et le peuple du coup chante des airs de folklore russe. Et donc c'est vrai que moi je comprenais pas du tout ce qui se racontait, mais les airs
m'enthousiasmait, et de voir donc c'est de la pâte à modeler. Là, on retrouve encore le côté bricolage un peu sensuel, où on sent la matière, puisqu'il n'y a pas du tout d'armature en fait dans le film, et c'est vraiment la pâte à modeler directe qui est animée, donc avec plein de déformations, avec plein de jeux de matière sur le loup qui s'arrache la queue, en fait autre chose, où on peut voir dans le ventre tous les personnages qu'il rencontre, qui est du folklore russe et aussi du folklore américain, comme les 7 nains qu'il va manger. Et donc on a en fait un côté euh, un peu moche de la pâte à modeler, en fait, qu'on va pouvoir malaxer. Le petit chaperon rouge, il n'est pas joli, il n'est pas fait pour être joli, et c'est ça qui est aussi très intéressant. On a vraiment la mama russe et ce petit chaperon rouge qui va aller jusqu'en France et qui va avoir un parcours semé d'embûches, avec le décor qui se dérobe ou elle tombe. Moi, en tant que petite fille, ça m'avait frappé. Ça ressemblait pas à ce que je voyais ailleurs comme dessin animé, et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai pu le revoir ensuite à Annecy quand il y avait eu une séance anniversaire des prix. Donc je l'avais revu dans la petite salle, et il y avait des spectateurs qui chantaient les chansons. Enfin, c'était super de le revoir comme ça collectivement au cinéma, et j'en garde des très bons souvenirs. Et si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir. Et si vous connaissez pas le travail de Gary Bardin, qui a fait pas mal de courts-métrages qui utilisent justement des matières, des matériaux, des techniques différentes pour pouvoir dire des intentions, et souvent des intentions politiques et fortes. Je vous engage à aller voir son travail. Et donc il y a pas mal de films en ligne. Voilà. Alors ensuite, on avait un film What the fuck à choisir. Alors là, ça a été compliqué. Parce qu'en général, j'aime pas les films what the fuck. En tout cas, quand ils sont crado, avec du sang, ou avec un humour. Je sais pas, je dois pas avoir le même humour que tout le monde, mais il y a plein de films qui me font pas rire et qui sont censés être drôles sur un humour un peu gras, ou avec des morts, ou avec des... Il y a plein de films what the fuck où j'aime pas. Juste, c'est pas, ça marche pas sur moi. Donc, il fallait quand même que je choisisse quelque chose qui m'avait intéressée, intriguée. Donc j'ai bien réfléchi, puis en fait je me suis rappelée de films que j'ai vus dernièrement en festival, qui sont effectivement what the fuck, parce que pour moi c'est assez hallucinant et éloigné de ce que je vois habituellement, mais où je les garde en tête, je les trouve intéressants, et où c'est pas juste de la répulsion. Donc il y a par exemple Slug Life de Sophie Kokkoget, que j'ai vu à Sundance là en janvier. C'est une esthétique très particulière, assez années 90, assez kitsch. Et en fait, dans ce film, pour ce que j'en ai plus ou moins compris, mais moi, il est en ligne, de toute façon, vous allez pouvoir voir. Il y a le personnage principal, Tania, qui se crée un sextoy vivant en imprimante 3D. Voilà, donc c'est assez... l'esthétique, tout est visqueux, gluant, voilà, et c'est pas fait pour être beau. D'ailleurs, il me semble que la réalisatrice expliquait que justement elle cherche à voir comment son public réagit avec quelque chose qui serait plutôt moche, ou en tout cas qui chercherait là encore pas à être forcément beau, mais qui va provoquer des sensations, des émotions. Et là, on a effectivement tout un côté sexuel dans une espèce d'univers bizarre, avec donc l'ancien sextoy, ou l'ancien compagnon de cette Tania qui est abandonnée, qui regarde ce qui se passe. Enfin, c'est assez étrange. Moi, je serais incapable de faire des choses comme ça. En tout cas, c'est assez dingue et assez fascinant. Et donc, tout le travail de cette réalisatrice va dans le même sens, avec cette esthétique-là. Donc, vraiment à découvrir et à voir. Et dans cette idée de choses moches. Alors, je dis pas moche dans le... Là, du coup, c'est esthétiquement intéressant, mais ça se revendique, en tout cas, moche, en tout cas pas qui correspond pas au design graphique, de character design qu'on a l'habitude de voir partout.
Anima, j'ai vu un film de Jack Wedge. Alors, il était en ligne, mais je crois qu'il ne l'est plus maintenant parce qu'il vient de sortir, qui s'appelle Goodbye Mommy, où là, Jack Wedge, pareil, vous pouvez aller voir sur son site, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Il mélange de la 3D, mais en basse résolution, avec de la 2D, avec plein de choses différentes et mal fait. Enfin, alors, mal fait. En tout cas, oui, voilà, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'anime ou de ce genre de mélange. Voilà, encore une fois, très kitsch, qui prend pas qui s'embarrasse pas. Il y a les plans qui sont bout à bout et on suit la narration et on va suivre là, les aventures d'un détective dans Goodbye Mommy, avec des références au cinéma américain, au cinéma de genre. Et le film est assez long et je sais que dans la salle, ouais, pareil, autour de moi, tout le monde disait: «Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Mais c'est assez frappant et ça raconte à chaque fois quelque chose derrière. Enfin voilà, ça c'est au service de la narration et voilà, c'est tout un pan du cinéma d'animation, qui est intriguant et qui est assez fascinant parce que moi je sais que je suis à des kilomètres de ça et voilà, ça montre d'autres esthétiques et d'autres possibilités et c'est des, réalisateurs aussi assez en vogue, qui font pas mal de pubs, de clips, même de séries, qui sont appelés sur des spéciaux de séries. Je crois que, Sophie Cocoguette a fait un spécial même pour, Rick et Morty, voilà donc c'est à découvrir, si vous connaissez pas. Et pour finir en bonus, un film que je conseillerais aux gens pour montrer que l'anime, c'est du cinéma comme les autres. On ne devrait pas avoir à faire des bonus dans ce genre-là. Il y a autant de films de prise de vue continue qui sont différents que de films d'animation. Donc, ça veut dire quoi, un cinéma comme les autres? Bon, il y a de tout, voilà. Donc, mais s'il y avait à choisir, je choisirais La Nuit des sacs plastiques, de Gabriel Harel, qui a gagné le meilleur court-métrage d'animation au César 2020, il me semble, cette année, que moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement, il peut apparaître un peu décalé dans ce qu'on peut voir habituellement en termes de narration, puisque là, c'est plutôt un film de genre, un film fantastique, avec donc une attaque de sacs plastiques, enfin voilà, les sacs plastiques qui envahissent le monde et tuent. Enfin voilà, un film même fantastique d'horreur. Où voilà, on va dire que les gens qui voient de l'animation habituellement, je pense, ne sont pas habitués à voir ce genre d'histoire et peut-être aussi ce genre de mise en scène parce qu'il y a pas mal de dialogues entre les personnages et qu'en animation, on a tendance à faire passer beaucoup de choses par les images, par les métaphores et moins effectivement par du dialogue entre des personnages. C'est quelque chose qui est moins développé, donc c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le film. Voilà, puis des personnages adultes, alors pas stéréotypés, mais en même temps qui correspondent, en tout cas pour la femme. Là, on a le stéréotype de la femme vieillissante qui veut avoir des enfants et qui retourne voir son ex pour absolument faire un enfant avec lui. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on a moins l'habitude de voir. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'il avait gagné le meilleur court-métrage d'animation. Peut-être que ça parlait plus aussi aux gens du cinéma autre, voilà, de prise de vue continue. Mais bon, tous les films que j'ai cités avant, c'est du cinéma. Et l'animation, c'est du cinéma. C'est juste une technique. Donc voilà, on ne devrait pas encore avoir à se justifier. Voilà, merci à tous. Bonjour à tout le monde, c'est donc cette fois-ci Marie-Pauline qui nous a imposé les thèmes. Alors c'était des thèmes assez passionnants, il y en a un où j'ai eu un peu de difficulté, mais voilà, je vous expliquerai un petit peu après. Alors, tout d'abord, je commence par le film politique. Alors c'est très très intéressant, film politique, évidemment, bien évidemment, enfin j'allais dire encore plus en ce moment, non, tout le temps. C'était intéressant aussi par rapport à ce qu'avait dit Nicolas dans la dernière émission et de réfléchir sur ce qu'est le politique. Moi, j'avoue que j'ai pris ça de manière très directe et qui sont là, qui sera qu'un film
directement politique, pas forcément justement sur la réflexion sur le médium ou pas forcément sur une réflexion sur autre chose, mais quelque chose de directement politique. Je vous avoue que si j'avais dû en citer un, le premier que j'aurais cité, comme d'habitude, je vais vous en citer quelques-uns, ça aurait été le How Long Not Long des Cranodes, qui est pour moi, voilà, aussi avec la voix de Martin Luther King, et l'histoire de Martin Luther King, qui à chaque fois me donne envie de me lever, enfin voilà, puis la musique d'Eric Ranod qui avance avec ça. Malheureusement, le film n'est pas en ligne, donc difficile de revenir là-dessus. J'aurais voulu prendre aussi, pourquoi pas, des films un peu plus classiques, mais pareil, difficile des fois de les avoir en ligne, comme La Main de Trenka, film éminemment politique et toujours d'une très très grande force. Et puis parce que je pense qu'il faut replonger dans les années 70, où il y a eu un début de beaucoup de choses qui ne s'est jamais concrétisé, en espérant qu'au juste ça se concrétise. La fin de Peter Foldes, bien évidemment, où Peter Foldes montre peut-être le début en tout cas des images qui arrivent de la faim dans le monde, et notamment surtout en Afrique, arrivent sur les télévisions occidentales, et cette espèce d'indécence entre des gens qui mangent trop et des gens qui ne mangent pas suffisamment, et le film encore toujours très fort, ou même s'il y a eu d'autres courants bien avant, bien sûr, mais l'un des courants forts du féminisme, et notamment en cinéma dans les années 70, avec Monique Renaud, Borderline 1 et 2, qui je trouve sont toujours encore très très forts aujourd'hui. Et puis c'est important d'avoir des grandes réalisatrices comme Monique Renaud, en tout cas qui ont tenté énormément de choses à une époque, contre vent et marée. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore plus complexe, et je trouve voilà, qu'il faut remettre en avant ce cinéma-là. Donc voilà, je resterai sur 2 films sur lequel j'ai beaucoup de mal à choisir finalement. Le premier que j'ai envie de faire découvrir, que je pense une partie, et j'espère d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais c'est un film qui s'appelle The Last Bus de Martin Schnopek et Ivana Lochikova, pardon pour la prononciation. C'est un film qui moi m'a marqué quand je l'ai vu, qui est un film qui a malheureusement peu été en festival d'animation, et que je trouve intéressant d'ailleurs à niveau politique aussi sur ça, c'est que c'est un film qui a été tourné en prise de vue continue. On a enlevé des images pour donner ce côté pixelation, et c'est un film avec une chanson, une musique qui revient comme ça régulièrement dans le film sur des animaux, mais voilà, c'est des êtres humains qui ont des têtes d'animaux et qui veulent s'enfuir et qui veulent s'échapper vers un monde meilleur. On peut parler, voilà, ça nous parle évidemment des migrants et de gens qui s'en vont de chez eux pour un monde qu'ils espèrent meilleur, mais est-il vraiment meilleur? L'image de fin d'ailleurs, qui est presque une image presque idyllique, mais refaite, on le voit, enfin un peu carton-pâte aussi entre guillemets, montre que est-ce qu'il y a vraiment un meilleur ailleurs. C'est la vraie question, et je trouve que le film est d'une très très grande force par rapport à ça. Et puis je pense, voilà, l'autre film que je mettrais peut-être en avant, parce que je trouve que c'est un film là qui est vraiment direct, et je trouve qu'il est d'une force par rapport au pays colonialiste, et de faire des films comme ça, c'est Britannia, Joanna Quinn, qui est pour moi un film voilà, qui montre le côté ignoble évidemment d'un royaume en expansion, et elle le montre à la fois avec toute la force de l'animation, donc une espèce de passage d'un univers à un autre comme ça, avec des personnages, et puis avec des vraies images, moi, qui me restent en tête et qui sont d'une cruauté, d'une dureté, qui montre bien ben voilà, ce côté dévastateur en quelques minutes, hein, je trouve très très forte sur la colonisation, et ici de la Grande-Bretagne, et peut-être pourquoi pas vers un avenir un petit peu meilleur à la fin. Donc voilà, pour le film politique, je resterai sur ces deux-là. Je triche un petit peu, mais si je devais en prendre qu'un, je prendrais Britannia, Joanna Quinn, pour vraiment son côté direct. Musical, c'est rigolo toujours quand on a des choses, parce que musical, c'est à la fois une telle évidence, et à la fois évidemment quand on propose des films, on se dit mais si je tentais autre chose. Donc en effet, j'aurais pu mettre des gens comme Bastien Duprier, et notamment Sion 672, qui travaille énormément sur la musique, musicien lui-même, Mirai Mizue, Virgin Keaton, mais dont peu de films sont en ligne, Choir Tour d'Edmund Johnson, et Love and Theft d'Andreas Ika2. Et après je me suis dit, tiens, si je prenais un film qui n'est pas forcément un film musical, mais dont la musique raconte énormément de choses dans le film, et joue là-dessus. Alors j'avais pensé à Aria de Piotr Sapejin, qui est un film que moi j'adore énormément, d'après Madame Butterfly de Puccini, ou un film que j'aime énormément aussi et qui prend la musique comme rythme du film, et
le réalisateur étant danseur aussi, ben ça joue, et le cœur, je vais y arriver, est un métronome de Jean-Charles Mbotti, Malolo, qui est son film de fin d'études d'Émile Cole, et que je trouve merveilleux sur aussi, donc là, la musique, le rythme qui est amené par cette musique dans la danse, mais aussi le fait que ça rythme le rapport de ce père et de ce fils, et que je trouve absolument d'une grande tendresse et très très touchant. C'est un film que j'aime énormément. Donc voilà, j'ai décidé de faire encore un pas de côté, de choisir un film qui s'appelle I Am Tom Moody d'Hensley Anderson, parce que ce film à la fois est musical, mais parle surtout de musique et de quelqu'un qui aimerait devenir musicien, mais qui a tellement d'angoisse, tellement de problématiques par rapport à son enfance, par rapport à son père qui était meilleur musicien, en tout cas qui l'obligeait à être musicien d'une certaine manière, ou en tout cas voilà, je vous raconte pas tout, mais en tout cas c'est aussi ce que les rêves qu'on peut avoir, et d'un seul coup l'angoisse qu'on peut avoir avec ces rêves, d'un seul coup ça nous bloque, et je trouve que I Am Tom Moody de Desley Anderson est absolument sublime pour ça. Petit hommage à David Bowie à l'intérieur, Stevie Wonder, il y a pas mal de choses, et Desley Anderson est quelqu'un, réalisateur qui a voulu être chanteur, qui a fait un album et tout, et qui là je trouve fait quelque chose d'assez extraordinaire par rapport à ce film. Profitez-en pour regarder Stems, qui est aussi un hommage au volume, et que aussi quelque chose en musique. J'ai hâte de voir les prochains Anderson. C'est quelqu'un qui justement, c'est musical parce qu'il travaille avec la musique, pour la musique, et donc voilà, donc même c'est pas en direct avec le rythme, on va dire des fois, mais là il y a vraiment, pour moi c'est un film musical car il raconte aussi la musique. Alors, le what the fuck. Alors, j'avoue que c'est une rubrique, là j'ai eu du mal avec ça parce que, en fait, j'ai toujours l'impression que ce que je regarde de manière assez régulière, et pour beaucoup de gens, serait pour beaucoup de gens what the fuck. Pour beaucoup, hein, pas un genre évidemment qui trouve ça très normal aussi, mais c'est vrai qu'à partir de quel moment quelque chose est what the fuck, c'est-à-dire à partir de quel moment ça surprend quelqu'un, ou voilà, ou comment on peut être surpris. Évidemment, c'est comme le kitsch et comme tout, ça dépend de ce qu'on aime, de ce qu'on voit. Donc ça a été assez compliqué de réfléchir sur what the fuck. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelque chose comme les frères Quest, Secret Joy of Falling Angels de Simon Pumel, toujours du Peter Millard, Kabuki Sawako, mais que maintenant c'est les what the fuck qui sont qui sont dans le monde de l'anime, que tout le monde voit. Je voulais aller vers toujours du japonais, comme des choses comme Meme Shiba, le groupe Inu, qui est un groupe de musique qui fait des clips assez barrés, mais je me suis dit, je vais rester dans du court-métrage puisqu'on est là-dessus. Catsup, Nekojiro Soup de Tatsuo Sato, que j'aime énormément, mais pareil, c'est pas what the fuck. Et après, je me suis dit, oui, c'est vrai que souvent what the fuck est un petit clin d'œil de Marie-Pauline à Sébastien d'Annecy, qui fait sa séance what the fuck comme ça, et c'est souvent plutôt des choses un peu trash, un peu barrées, qui vont dans plein de sens, enfin voilà, et c'est surtout trash et barré, et je sais pas, j'avais pas d'idée, en tout cas je voyais pas en tête de choses, ou des choses qui n'étaient pas forcément en ligne, et en fait il y a eu une évidence à un moment donné. De toute façon, ça ne pouvait être entre guillemets pour moi qu'au Japon, et donc je vais faire une petite entorse par rapport à ce qu'on dit, c'est-à-dire que les films de ce réalisateur-là sont en ligne sur son site YouTube, il en a plein, non sous-titrés, et ensuite des gens se sont emparés des films et les ont sous-titrés, notamment en anglais, donc je triche, mais à moitié, parce que les films sont vraiment en ligne, et ils laissent visiblement ensuite les gens prendre les films pour les sous-titrer. Donc voilà, j'espère que ça passera dans l'émission. Le réalisateur s'appelle Takashi Taniguchi. Taniguchi Takashi, donc, et moi je me souviens surtout pour un film qu'il avait fait, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Mr. Endo of the Woods. Il a fait aussi un autre film que j'aime beaucoup qui s'appelle Salaryman Man, Mr. Stomach. Enfin, il a fait des choses, c'est complètement fou. Et alors, c'est barré, c'est what the fuck, on va dire, dans le style visuel. Il y a un style qui est très très libre, vous allez voir, avec peu d'anime, bouge un peu de temps à autre, mais c'est aussi complètement juste
barré dans les histoires, dans le style, dans la narration. C'est souvent des choses courtes. C'est des choses aussi des fois qui vont. Il y a toute une série sur un type qui pète, enfin voilà, donc c'est ces pets qui sont assez extraordinaires. Mais Mr. End of the Woods, voilà, il y a des choses qui sont complètement folles dans les dialogues notamment, et dans la voix qu'il doit faire lui-même. Et il a cette espèce de voix quasiment, alors pas monocorde, puis qui part dans des aigus, qui part dans des délires. J'avoue que ça correspond complètement, alors avec un what the fuck complètement, moi, j'adore, parce que c'est une vraie... on sent une espèce de délire total de faire ce genre de choses, mais aussi d'un plaisir, c'est-à-dire un peu comme Peter Millard. C'est des gens j'ai l'impression, en tout cas, je ne connais pas le réalisateur Taniguchi Takashi, mais je me dis que c'est vraiment un réalisateur enfin voilà, qui ne ment pas et qui se fait plaisir en faisant ce genre de choses et qui s'amuse énormément. Donc moi, je sais, voilà, Mr. End of the Woods, ça marche à tous les coups. J'ai voulu le mettre la dernière fois pour les films punk, enfin brinque-ballant, etc. Je suis très content d'avoir cette rubrique What the fuck pour le remettre devant, et puis on mettra des liens avec donc, des sous-titres plutôt. Mais voilà, donc c'est mon choix pour What the fuck. Marie-Pauline nous a demandé cette fois-ci de un film pour néophytes. Alors c'était compliqué aussi, mais c'est bien comme ça, c'est bien d'avoir des choses, c'est des choses par rapport à voilà, qui sont un peu plus complexes à trouver. Et en fait, pourquoi c'était complexe, c'est que ce dont je voulais vous parler, par exemple, je voulais proposer Malband d'Elodie Bouedek, ou je voulais pour Looking for Horses d'Anthony Lawrence, sont pas en ligne de façon officielle. Et comme c'est le but, c'est d'avoir quand même des choses qui sont de façon officielle. Voilà, reprendre L'homme qui plantait des arbres, par exemple, avec cette caméra qui bouge tout le temps, comme cette espèce de souffle de vie qui est tout le temps dans le texte de Giono, enfin qui essaye de revenir comme ça avec cet homme, et comment Frédéric Bach a réussi à le transposer en mouvement de caméra, et ça. Donc je me suis dit, tiens, il y a tout ça. Puis finalement, il y a une évidence à un moment donné, c'est que de plus en plus, j'aime le mouvement de caméra, justement les non-mouvements de caméra, et une caméra qui ne bouge pas, une caméra qui reste fixe et qui capte le moment, comme bien sûr l'un des plus connus étant Ozu, qui le faisait. Et en fait, je trouve que la mise en scène, c'est ça aussi, et souvent dans cette idée parce que là, le film de pour néophytes, c'était montré que l'animation, c'était aussi du cinéma, et c'était c'était bien évidemment du cinéma par rapport à ça. Et donc c'était cette idée-là que Marie-Pauline nous demandait. Et donc, je suis retourné vers ce cinéma que j'aime, que j'adore. C'est pas le film que j'aurais voulu vous montrer. J'aurais voulu montrer son premier film qui s'appelle Tord and Tord, Tord et Tord. Mais là, c'est Sim Hall de Nicky Lindros Bonbar, et qui a un cinéma, voilà, un peu à Anderson, qui est l'un de ses maîtres suédois comme ça de cinéma, et avec une caméra qui bouge pas, et qui capte l'absurdité de la vie, et qui capte d'un seul coup des personnages qui vont rester presque immobiles dans l'image, et qui vont vivre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, et à la fois on a une espèce d'immobilité des personnages dans ce qu'ils vivent, et d'immobilité forcément donc de la caméra qui ne va pas se mettre à bouger, parce qu'il y a une espèce de côté comme ça, vraiment pas de subir, mais presque un petit peu les choses qui se passent. C'est pour moi une très grande réalisatrice. On l'a vu dans ses autres films, mais Tord est vraiment. Enfin, c'est dommage, elle l'a enlevé. Il était en ligne, elle l'a enlevé de son site. Il reste plus que Sim Hall pour l'instant, mais c'est vraiment à regarder. C'est vraiment une cinéaste absolument incroyable pour ça, qui est une vraie cinéaste, et qui montre en effet que souvent, le problème qu'on a en animation, c'est qu'on essaye, comme partout, de faire bouger la caméra, et qui montre là que si elle fait bouger la caméra, c'est pas parce qu'on est en volume, par exemple. Je sais que des fois, je suis prof, et on dit, ah, mais ton cadre est trop fixe, ton cadre, etc. Et alors souvent, ça peut être entre guillemets un non-choix de certains étudiantes et certaines étudiantes, pardon, et certains étudiants, mais souvent ça peut être aussi très très beau, et on a du mal des fois à accepter ça. Et je trouve que Nicky Lindros Bonbar est très très importante pour ça, c'est qu'elle montre à quel point justement le cinéma, c'est pas bouger sa caméra, mais c'est capter le moment qui est là. Donc voilà, donc voilà pour mes choix, en tout cas pour cette cette troisième émission de Bulle de rêve, et bonne découverte. J'espère. Alors, un film politique.
C'est pas évident à choisir parce que on pourrait déjà dire que, par exemple, tout le cinéma et le cinéma d'animation est politique, ce qui serait vrai en soi. Et il y en a tellement, depuis toujours, que finalement c'est, assez compliqué d'en prendre, un et d'en choisir un. Mais, je pense que je vais aller dans les classiques avec, La Main de Eretrinka. Donc un film tchèque de 1965, qui est peut-être le chef-d'œuvre de Trinka, qui est un film qui est quand même assez long pour un court-métrage d'animation et un court-métrage d'animation d'époque, puisqu'il fait quand même 17 minutes, mais 17 minutes qui valent vraiment le coup. C'est pas un de ces films qui essaye de prendre du temps parce que il a les moyens, c'est un film qui prend du temps parce qu'il a vraiment besoin de prendre du temps. Et en fait, c'est juste une allégorie en marionnette avec 3 fois rien, le décor est extrêmement simple et globalement il y a juste une marionnette qui est une marionnette en bois d'une simplicité extrême qui a quelques déboires on va dire avec une main qui casse déjà un pot de fleurs, qui essaye de l'emprisonner, de l'amadouer. Et à travers ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà une belle relation entre justement l'idée de la créature et de son créateur. Quelque chose qu'on voit depuis toujours, où la main, généralement, apparaît toujours dans les films d'animation comme pour créer quelque chose. Et là, la main va essayer de le manipuler, de le diriger, presque de le tuer ou de le mettre enfin de le modeler un petit peu à sa guise. Et je pense que à travers ce film, qui est vraiment muet sans aucun mot plutôt, qui est vraiment vraiment passionnant, Trinka arrive vraiment à faire une espèce d'extrêmement belle métaphore politique qui fonctionne parfaitement et qui joue contre la dictature, contre les extrémismes, contre finalement l'idée même de totalitarisme. Et ça reste vraiment l'une des très très grandes œuvres politiques parce qu'en fait, elle s'adresse pas non plus à une personne, à un régime particulier, mais qu'elle tend vraiment à l'universel. Alors, pour le film musical, là, c'est pareil, il y a toujours énormément de choses en plus. On aurait pu jouer assez facilement sur l'idée de musicalité au cinéma, d'harmonie, de rythme, et cetera. Mais je vais choisir quelque chose de beaucoup plus simple. Je pense qu'il y a des films comme ça qui marquent un peu et qu'on a envie de faire ressurgir, même si c'est quelque chose qui est un peu connu. C'est, le film Una furtiva, lagrima de Carlo Vogel. Je sais pas comment se prononce vraiment son nom, mais c'est pas très grave. Qui est un film qui avait gagné en 2012, je crois, le prix SACEM de la meilleure musique à Annecy, et qui est un film d'une simplicité déconcertante, puisque c'est sur un opéra de Donizetti, l'histoire simple d'un poisson qui part un petit peu du frigo pour arriver dans la poêle, etc. Et donc on a juste un poisson qui chante de l'opéra. Et on a une musique absolument magnifique avec une animation qui est vraiment très très amusante et assez intéressante, qui peut un peu faire penser justement à du Svankmajer, là peut-être en moins politique, quoique on pourrait voir ici un hymne un peu végétarien, mais voilà. Euh, et je pense que ce film fonctionne extrêmement bien en tant que film musical, qu'il est extrêmement drôle et en même temps qui est pas dépourvu d'une certaine forme de, je dirais pas de noirceur, mais d'une certaine façon quand même, où il y a vraiment quelque chose d'un petit peu ironique qui se dégage du film. Et la manière dont il joue justement avec la nourriture et avec le côté extrêmement réaliste, parce qu'on est là vraiment dans un poisson, et d'ailleurs dans son discours à Annecy, je me souviens qu'il avait évoqué le fait que c'était horrible d'animer avec de la nourriture parce qu'il y avait plusieurs poissons qui avaient pourri et que ça sentait extrêmement mauvais. Et justement, on a ce côté réaliste qui arrive ici, et on a vraiment l'impression que ce poisson chante complètement son désespoir et son malheur, et ça fonctionne terriblement bien. Alors, un film what the fuck. Je pense que l'animation en tant que telle peut être particulièrement what the fuck et il y en a vraiment, vraiment beaucoup trop pour pouvoir choisir. Vraiment, c'est un petit peu comme quand on demande de choisir son film préféré. Choisir un film what the fuck, c'est quasiment impossible tellement il y en a, tellement ils sont bien faits, tellement ils sont importants. Donc en fait, ce que je vais faire pour me limiter un petit peu, c'est que je vais
prendre le film le plus what the fuck, à mon avis, que j'ai pu découvrir pendant le festival d'Annecy, lors des séances what the fuck qui existent depuis, maintenant, enfin, il y a eu 3 éditions pour le moment, il y en aura pas encore de 4e, mais ça viendra l'année prochaine. Et je pense que le film le plus what the fuck, celui qui m'a le plus marqué, c'était lors de la première édition, donc en 2017, et c'est un film de fin d'études d'une, réalisatrice qui vient de La Cambre, qui s'appelle Claudia Cortés Espero, et son film s'appelle Steven Goes to the Park. Et en fait, c'est simple, c'est que toutes des petites vignettes avec un personnage bleu, c'est du simple dessin animé qui s'appelle Steven, et Steven, il lui arrive que des malheurs en allant au parc. Et plus ça avance et plus ça part dans la débilité totale. Et en même temps, elle s'amuse avec des sujets de société. Donc il y a toujours quelque chose d'un petit peu politique aussi ici. D'autant plus qu'il y a quand même une vignette où Steven va dans un poste de police. Et alors qu'il il lui arrive quelque chose, il se fait juste taper gratuitement dessus par les policiers. Donc ça rappellera pas mal de choses à pas mal de monde, j'imagine. Mais il y en a d'autres, c'est extrêmement gore, c'est violent, c'est sanglant, c'est désespéré, c'est monstrueux. Et en même temps, on peut pas s'empêcher de rire tellement le personnage s'en prend plein la figure, et tous les autres aussi à côté de lui. En plus, il y a quasiment aucun décor, c'est un film sur lequel la réalisatrice a été vraiment dans l'épure la plus totale, avec des décors qui sont souvent très limités, où on a quelque chose de très blanc, et c'est avec quelques détails qu'on arrive à deviner les choses. Et en fait, avec le minimum, elle arrive à provoquer justement l'hilarité complète. Et c'était un film qui part dans tous les sens, mais qui malgré tout arrive à garder une certaine cohérence. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et vraiment, c'est un film que je recommande énormément. Pour le bonus, donc un film à montrer aux néophytes pour leur prouver que l'animation est bien du cinéma. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que normalement, il y a rien à prouver. L'animation, c'est du cinéma. Le cinéma, c'est de l'animation. Tout le monde est censé le savoir et voilà, point. Alors, pour le prouver, quand même, je remonterai jusque un petit peu plus loin quand même que la plupart du temps et que tous les autres films. Et j'aimerais parler d'un film d'Émile Cole, pour changer. Donc un film de 1909 qui s'appelle Les locataires d'à côté, et qui, à mon avis, est un film qui est peut-être un petit peu oublié, mais qui est vraiment passionnant d'Émile Cole. Parce que finalement, déjà en 1909, il joue sur pas mal de choses. C'est un film dans lequel, en fait, déjà, qui commence en prise de vue continue, avec un split screen au milieu de l'écran, et en fait, le split screen, on voit d'un côté un couple, de l'autre côté un couple, chacun dans une maison, et il y a un couple de vieux sur la droite qui commence à observer le couple de jeunes qui est sur la gauche de l'écran. Et à un moment, ils sont un petit peu trop discrets, trop indiscrets, et le couple de jeunes remarque qu'ils se font espionner. Et quand les vieux commencent à espionner les jeunes, tout le monde des jeunes, donc toute la partie gauche de l'écran, devient film d'animation. C'est-à-dire que autant sur la droite, on a juste un plan moyen, un plan unique, un plan fixe, quand même séparé par un mur qui fait office de split screen, autant de l'autre côté, on a déjà tout un jeu de métamorphose, un jeu sur les différentes techniques, où on a de la marionnette, on a du papier découpé, on a du dessin animé, où on a énormément de choses, et où en fait, finalement, on a quand même une des premières grandes cohabitations de la prise de vue continue avec l'animation, et avec le fait que l'animation soit d'ailleurs peut-être plus importante et plus intéressante d'un point de vue du récit aussi, et d'un point de vue purement cinématographique, que la prise de vue continue, tout en ayant vraiment une espèce de séparation et d'osmose entre les deux, et où en fait finalement c'est l'animation qui remporte, qui gagne, et qui montre finalement à la prise de vue réelle qu'elle est bien fade à côté de lui. Donc oui, avec ce film, on prouve quand même, je pense, que le cinéma d'animation, c'est du cinéma. Et c'est même peut-être mieux que ce qu'on appelle en général le cinéma. Bon, alors ça commence bien. Je sais, pour en avoir déjà discuté avec Marie-Pauline, que cette suggestion du film politique, c'est pas totalement anodin. On a déjà pas mal parlé ensemble.
Alors, de mon côté, je conviens tout à fait que du politique, il y en a en tout et surtout au cinéma. Mais là, je peux pas vraiment résister à vous conseiller un film qui dépasse l'appellation du politique pour entrer dans la catégorie des films militants. Parce que j'en suis assez convaincu, l'animation est encore un peu timide sur ce terrain-là. Et donc voilà, ça me semblait important de vous mettre en avant un film un peu militant. Ça surprendra pas forcément mes camarades, mais c'est du côté du documentaire animé que je vais me tourner. Parce que c'est pour moi une des formes qui porte le plus d'espoir en termes de cinéma militant, notamment par sa faculté à nous offrir un regard sur le monde. Le documentaire animé évacue d'emblée toute notion d'objectivité. Le réel est réinterprété, la question n'est même pas posée. Il nous permet, une fois cette question évacuée, d'apprécier pleinement la grande force du documentaire. Nous offrir ce regard sur le monde, découvrir ce qu'on ne connaît pas encore, avec l'empathie de l'observateur ou de l'observatrice, qui nous retransmet dans sa mise en scène ce qu'il ou elle ressent. Pour toutes ces raisons, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le très beau film Facteur en colère d'Elisa Labbé. C'est un micro qui se balade au milieu d'une AG de facteurs, interview ça et là des personnages qui nous expliquent comment leur métier a été peu à peu détruit. Mais il ressort de ce film, en plus du constat attristant, une énergie de lutte, une envie de les rejoindre. C'est une ode à la défense du service public et à ceux qui se battent pour. Bon, et mes acolytes de Bulle de Rêve trichent tout le temps, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Je vous propose donc un deuxième film politique, car évidemment je ne pense pas que le politique se résume à l'aspect militant d'un film. Je suis persuadé qu'une des grandes forces politiques du cinéma est son pouvoir de représentation. Donner à voir des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, dont on en vient à ignorer jusqu'à l'existence dans la réalité, c'est un acte politique. C'est pour cela que je vous conseille un film assez dur, Le Labyrinthe de Mathieu Labeille. C'est un film qui donne à voir, mais surtout à ressentir, le quotidien de l'univers carcéral, l'isolement et les perturbations qui en découlent. C'est un court-métrage profondément viscéral, qui marque à chaque vision et donne à ressentir physiquement la torture de l'isolement. Pour le film musical, et après ces deux films un peu rudes, je me suis dit que j'allais vous conseiller un film court et léger que j'avais envie de conseiller depuis un moment. Il s'agit de Steams d'Ainsley Anderson. Outre sa légèreté, je ne l'ai pas choisi par hasard par rapport à cette notion de film musical. Il illustre pour moi une des grandes forces de l'animation, la maîtrise de la rythmique à l'image près. Lors d'une de ses conférences en France, le réalisateur japonais Koji Yamamura avait évoqué une théorie sur le rapport de l'animation à la musique qui m'avait profondément marqué. Il disait que si en prise de vue continue, l'unité de temps la plus courte était le plan, en animation, l'unité élémentaire était l'image, et que cette précision pouvait expliquer le nombre important de films d'animation qui s'appuient sur le principe de rythmique musicale. En effet, l'image, élément élémentaire plus fugace, à peine perceptible, s'approche pour lui de la note de musique, élément éphémère et qui ne peut exister seul, qui ne fait sens qu'accompagné de ses voisines. Steams réussit très bien cela pour moi, en donnant à voir une rythmique qui dialogue entre l'image et le son. Parfois on entend une phrase musicale et l'on voit ensuite à l'image une marionnette se caler dessus. À un autre moment, c'est le rythme de la marionnette qui semble donner le tempo à la phrase musicale qui vient s'ajouter. Ah, alors, un film what the fuck. Comment ne pas parler de Beau Billet de Robert Morgan? Je sais, ça va être un peu évident pour certains. D'abord parce que les films d'horreur sont trop rares en animation. Ensuite parce que ce court-métrage est certainement ce qui définit le mieux le what the fuck dans ma tête. C'est un enchaînement peu, voire pas du tout explicable de séquences dont le but semble simplement de nous plonger dans un cauchemar sans fin. Mais surtout, c'est un super moyen pour moi de vous parler de ce film qui me donne envie que l'animation se saisisse beaucoup plus du genre de l'horreur. Pourquoi ? Parce qu'étrangement, Beau Billet est un film qui nous fait ressentir des choses physiques pas très agréables, vous êtes prévenus, tout en étant jamais dans une recherche de réalisme. Les personnages sont rarement anthropomorphiques, tout sent un peu le plastique et le carton. Il y a des moments où on a vraiment l'impression que c'est tourné dans une boîte à chaussures. Et pourtant, dans cette matière qui constitue ces personnages, je crois que c'est de la plasticine, enfin je sais pas exactement, mais il y a un traitement et de la matière et de la façon dont cette matière est animée.
et qui est vraiment la patte de Robert Morgan. Il y a quelque chose d'hyper viscéral, très dérangeant, qui, moi, à chaque fois me hérisse et en même temps me grise complètement. Enfin voilà, c'est un sentiment. Si vous aimez les films d'horreur, je pense que ça va vous parler. Voilà, c'est un film qui est profondément viscéral et qui nous touche physiquement. C'est agréable et pas tellement en même temps. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, enfin, en bonus, un film à montrer à des gens pour leur prouver que l'animation, c'est bien du cinéma. Alors, c'est une question que je trouve hyper intéressante. Notamment parce que je pense que les gens qui sont en animation, on n'a vraiment pas du tout tous la même manière de l'aborder. Je pense qu'il y en a qui iront vers le fait de montrer que l'animation, voilà, elle utilise le langage du cinéma, elle utilise le montage, elle utilise les mêmes types de mise en scène. Pour ma part, j'aimerais aller un peu plus loin que ça, et parce que non seulement j'aimerais que la personne à qui je présente le film comprenne que oui, l'animation c'est du cinéma, mais même plus que ça, que pour moi, la prise de vue continue a besoin de l'animation. Pourquoi ? Parce que certains films sont forts parce qu'ils sont en animation, et que l'animation peut apporter à la prise de vue continue dans le sens où elle développe un langage qui est complètement différent et que c'est une forme d'expression qui complète la prise de vue continue. Le cinéma, pour moi, ne peut pas exister sans inclure l'animation pour ça, parce qu'elle utilise des moyens de communication qu'elle est la seule à pouvoir utiliser. Pour vous parler de ça, j'aurais adoré vous parler du cinéma de Rosto, qui pour moi est certainement le réalisateur chez qui c'est le plus évident, notamment par sa gestion de l'espace et du temps et de la caméra. Mais malheureusement, les films sont pas en ligne ou alors sont pas en très bonne qualité. Voilà, j'aurais aimé de vous parler notamment de Jonathan Berry, si vous avez l'occasion de le voir en bonne qualité, alors encore plus dans un cinéma, je vous le conseille, ça sera très évident. Et ce que je vais dire s'applique pour beaucoup à Jonathan Berry. Mais il fallait choisir un film qui était en ligne, et c'est pas un deuxième choix que je regrette du tout, puisque j'ai décidé de vous parler de Ryan de Chris Landreth. Alors, bon, déjà, c'est un documentaire animé, ça permet de faire une petite mise au point sur le fait que l'animation, c'est pas un genre, mais une technique, et qu'elle peut se mettre au service de tous les genres. Ensuite, c'est un film qui réfléchit sur l'animation et le cinéma, qui apporte par son fond et sa forme une réflexion réelle sur la création, ses origines, et sur comment les créateurs usent de leur traumatisme pour construire des films. Et ça, je pense que c'est une problématique qui est peut-être un peu moins présente en animation et qui est très très présente en prise de vue continue, et qui pourrait aider à dire voilà, l'animation peut s'emparer de thématiques qui sont d'habitude beaucoup traitées en prise de vue continue. Ensuite, c'est un film qui est fort parce que l'animation lui permet de rendre toute la complexité de la relation entre les deux personnages, et je pense que ça serait pas possible sans. Alors j'ai quelques exemples. Il y a les mains de la bouteille qui nous font comprendre l'addiction de Ryan à l'alcool. Il y a les déformations qui expriment les traumatismes cachés et en même temps à la vue de tous, parce que ce sont des créateurs qui lâchent ces traumatismes à la vue de tous. Il y a la taille des micros qui sont impressionnants et qui montrent l'enjeu de cet entretien, à la fois pour Ryan, qui je pense donne beaucoup de sa personne dans cet entretien, et pour Chris Landreth, le réalisateur, pour qui cet entretien a aussi une grosse importance, je pense, pour se comprendre lui-même. Et des petits détails comme ça, on en découvre à chaque fois qu'on voit le film, qu'on revoit le film. C'est foisonnant, et tout cet univers enrichit le propos et nous permet de comprendre que cette réalité est très complexe. Elle permet au réalisateur de rendre la complexité du personnage qu'il interviewe et de ce qu'il essaye de raconter via cette interview.
Et enfin, c'est un film qui, malgré toutes ses spécificités liées à l'animation, ne s'abstient pas d'utiliser les outils, notamment du montage, qui sont à sa disposition pour raconter son histoire. Le découpage, le rythme, les arrêts sur image, les jeux de profondeur de champ, tout le vocabulaire de la prise de vue continue est là, et il est, pour moi, magnifié par l'animation, qui s'y mêle pour renforcer le discours. C'est un film qui est extrêmement complet et qui ne peut exister qu'en animation. Voilà, Bulle de rêve, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous vous rappelons que la prochaine émission aura lieu le 20 juin, à nouveau sur l'antenne de Radio Libertaire à 17h pour vous parler du Festival d'Annecy, édition en ligne. On essaiera de vous parler de nos coups de cœur. On va regarder toute la programmation avec l'équipe et comme c'est au milieu des 2 semaines, vous pourrez... voilà, on essaiera de vous donner des conseils pour si vous voulez avoir une sélection de films à regarder. Et voilà, on espère vous retrouver là-bas. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite.